Et donc j'ai fait une thèse de doctorat là-dessus et je vais vous en parler avec des éléments évidemment d'actualité. Je pense en effet, mais comme beaucoup ici, ce serait difficile de faire autrement, que 2017 est une année charnière en matière de démocratie et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour introduire, figurez-vous que j'avais vraiment pensé j'hésitais à vous parler du Brexit, de Trump, de Publifin ou Publifin, on ne sait jamais. Et finalement, je vais faire autre chose, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 jours. À Namur, je participais à un spectacle, un très chouette spectacle sur l'exclusion sociale et qui essaye de faire justement un pont et un lien et un dialogue entre le monde de la culture et les acteurs de théâtre et le monde de la recherche. Et il était minuit, comme ça, il faisait très froid, on sortait, et une femme, alors j'allais dire en haillons, ça ce n'était pas vrai, mais franchement, elle payait pas de mine, m'a abordée en me demandant de l'argent, et en m'expliquant qu'elle avait, voilà, c'était très compliqué pour elle, qu'elle avait une petite fille, qu'elle avait l'impression qu'on allait lui retirer sa fille, et qu'elle devait faire ses courses, et qu'elle était tellement fatiguée. Alors, si vous êtes en train de vous dire, bah, sûrement c'était pas vrai, ou peut-être que c'était pas vrai, je pense que plutôt la question qui se pose, c'est de se demander comment ça se fait qu'on n'exclut pas que cela soit possible. Ce n'est pas impossible, cette situation. En tout cas, quand je l'ai vue, et surtout quand elle m'a dit à quel point elle était fatiguée, je pense que c'était la réalité. Et alors, vous savez, le pire, c'est que je lui ai donné de l'argent, et donc il n'y avait rien de différent entre moi et ces bourgeoises du 19e siècle qui allaient le vendredi soir au théâtre, et qui, en sortant, pour se donner bonne conscience, donner l'aumône. Alors, je vais vous parler d'elle parce qu'elle m'a tellement fait penser à Fantine. Je ne sais pas si vous avez lu Les Misérables, mais c'était Fantine et Cosette. Et donc, pour ne pas uniquement avoir donné l'aumône, je vais essayer de nous rappeler ce que Fantine nous avait dit et ce que cette femme m'a dit il y a quelques jours ou m'a rappelé. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle, Fantine, ce personnage de Victor Hugo qui, vous vous en rappelez sans doute, est la mère de Cosette et puis se tue à la tâche. Eh bien, Fantine nous rappelle que émancipation sociale et émancipation politique, c'est indissoluble. C'est indissoluble et ça répond déjà à une de tes questions et on le savait. On l'a toujours su. En 1830, les congressistes, on n'a pas de mal à les penser parce qu'on sait que c'est un moment censitaire, un moment élitiste, un moment aristocratique. Et on sait très bien, et cela va de pair, que pour eux, ils consacrent un gouvernement par et pour les privilégiés. Et donc, ils cadenassent la représentation politique, ils cadenassent ce système politique. Ils sont très clairs là-dessus. Je vous ai mis une citation pour eux, et ça c'est de manière unanime. Les affaires de l'État doivent donc se concentrer, s'épurer dans les mains des plus dignes et des plus intéressés au bien-être général, c'est-à-dire les privilégiés. Et donc, ils font en sorte de réserver le pouvoir aux meilleurs. Ils font en sorte de réserver le pouvoir aux meilleurs, mais ils créent aussi un ordre qui va produire des lois qui favorisent l'intérêt des privilégiés. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1919-1921 Et c'est toujours... Eh bien, de nouveau, on sait très bien ce lien. Ce n'est pas de manière théorique ou de manière, si vous voulez, pour la beauté du principe que le suffrage universel est revendiqué. On voit bien le lien qu'il y a entre émancipation politique et émancipation sociale. Dans le catéchisme du peuple, par exemple, la leçon 1 nous dit « Les lois se font maintenant en Belgique pour les riches et contre les pauvres, par ceux qui ne font rien et contre ceux qui travaillent ». Et lors des grands travaux constitutionnels qui suivent la Première Guerre mondiale, ces travaux où enfin on va donner le suffrage universel, enfin le suffrage semi-universel puisqu'il n'est que masculin, hein, mesdames, grand combat du marketing, puisqu'on a appelé suffrage universel ce suffrage masculin, eh bien Mansart, le socialiste Mansart nous dit « Pour la classe ouvrière, le suffrage universel n'est pas une question de sentiment, mais une question de pain ». Il est donc indubitable, dans un sens ou dans un autre, personne ne doute qu'émancipation sociale et émancipation politique vont de pair. Alors qu'est-ce qu'elle nous rappelle encore, Fantine, cette Fantine du XXIe siècle ou la Fantine de Victor Hugo ? Eh bien, elle nous rappelle, et ça vraiment rentre dans le cœur de mes travaux, c'est que le suffrage universel, il est nécessaire à la démocratie, ça vous m'entendrez jamais dire l'inverse, mais par contre, il n'est pas suffisant.
De nouveau, ça a toujours été une évidence. En 1830-1831, les congressistes, là, quand ils mettent en place leur ordre qui est réservé aux privilégiés, ils ne se limitent pas à limiter le droit de vote. Ça, on connaît tout ça. 1831, c'est le suffrage censitaire et après, on démocratise le droit de vote. Non, ils font beaucoup plus. Ils consacrent beaucoup plus de principes constitutionnels dans la Constitution qui visent à cadenasser, verrouiller et à se garantir le pouvoir. Alors, on le sait en 1830-1831, on le sait par la suite. Ça, c'est plus étonnant parce que dans les manuels d'histoire, moi la première, on m'a appris, 1830, c'est un moment aristocratique censitaire, 1919-21, la Belgique consacre le suffrage universel, et c'est une lecture un peu magique de ce moment-là, puisqu'on aurait basculé dans la démocratie. Or, c'est un peu court. À l'époque, on sait encore que démocratiser le seul droit suffrage ne suffit pas. Et ce n'est pas les plus extrêmes ou les plus démocrates de l'époque qui le disent, c'est même le Premier ministre, je vous ai mis la citation, à l'entame, au début des travaux constitutionnels, les choses sont très claires, le Premier ministre de l'époque nous dit « L'œuvre à réaliser par la Constituante est considérable, il serait vain pourtant d'essayer de réduire sa tâche, car la Belgique de demain, pour vivre et prospérer, a besoin d'institutions adéquates à son caractère et au temps que nous vivons, de simples modifications au droit de suffrage ne suffiraient pas. » Et donc on le sait, dans la joie ou le regret, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on sait que les partisans d'émancipation politique savent qu'ils doivent obtenir plus que le droit de vote, mais les autres aussi savent qu'il vaut ne pas trop concéder. Et le résultat de ça, et de nouveau ça tranche avec la vision héroïque qu'on a de ce moment dans les manuels d'histoire ou dans notre conscience collective, en fait, on dit peu que, au fond, le chantier constitutionnel aboutit sur un résultat bien plus modeste que ce qui avait été annoncé. Pourquoi ? Mais parce que les craintes sont encore terribles. On voit bien qu'au fur et à mesure des débats, cette peur, là déjà on va ouvrir les bureaux de vote à n'importe qui, à la plèbe, à ces masses, eh bien on voit bien que peu à peu les résistances se réveillent, et d'ailleurs c'est dit, et je vais vous en donner des exemples, mais on truffe nos droits constitutionnels d'une série de mécanismes pour, nous dit-on, enfin disent les conservateurs à l'époque, endiguer, filtrer, cadenasser, donner des garanties pour limiter en fait les effets du suffrage universel que fondamentalement on craint encore. Et alors par la suite, mesdames et messieurs, mais ça c'est incroyable, mais le suffrage universel opère ses offices, il parvient à nous faire croire qu'il est le seul, enfin qu'il est notre champion démocratique et qu'à lui tout seul, il nous permettrait d'atteindre la démocratie. Mais ça, c'est juste pas vrai. Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Alors, je pourrais vous en donner plusieurs, mais je n'ai pas le temps de parler de tout, et puis je pourrais y revenir, mais ça me semblait d'actualité, c'est l'élection indirecte. Qu'est-ce que c'est l'élection indirecte ? Je l'ai pris à dessein parce que c'est vraiment d'actualité avec ce qui se passe dans les intercommunales. L'élection indirecte, c'est le fait que quelque chose, peu importe quoi, va se mettre entre le fait que vous allez dans les bureaux de vote et la désignation du mandataire. Alors, il y a plein surtout du côté francophone, il y a plein de modalités différentes. Soit on prend un candidat, on le met dans une assemblée autre, soit les élus eux-mêmes désignent d'autres élus, soit encore, comme dans le cas des intercommunales, eh bien on a des élus communaux et puis qui se retrouvent dans d'autres institutions. La Belgique, et surtout du côté francophone, est très très friande de ce mécanisme. Et ça dans une indifférence générale. Or, de nouveau, preuve qu'on ne peut pas se limiter en ce domaine à dire droit de vote universel égale démocratie. On savait avant que l'élection indirecte, qui a l'air d'être une espèce de question accessoire et de modalité technique, est signifiante en termes de démocratie. En 1830-1831, on l'oublie, eh bien c'était le principe de l'élection directe. Donc justement qu'il n'y aurait pas d'assemblée comme ça composée, vous voyez, de manière à tiroir. Eh bien, le principe de l'élection directe, c'était un des premiers principes qu'avaient consacré les congressistes. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes avaient eu à souffrir très fort des assemblées à tiroir et très compliquées comme ça. Qu'est-ce qu'on dit pour le moment quand on parle de publifine, etc. On dit tentaculaire, voilà. Des assemblées tentaculaires. Ils avaient dû souffrir ça sous le régime hollandais, parce qu'à l'époque, on savait encore les effets des dispositifs. Et donc, comme ils avaient souffert, ils avaient eu du mal à exister dans un univers représentatif à couloir, comme ça, composé de manière tentaculaire. Une des grandes décisions qu'ils ont prises, c'était de consacrer l'élection directe. On revient là-dessus en 1919-21. Il y a des discussions, mais de nouveau, dans la joie ou dans le regret, on sait très bien appeler un chat un chat. Pour le socialiste Hubin, par exemple, en 1921, il rappelle que les socialistes
socialistes sont contre l'élection indirecte. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Parce que l'élection indirecte ne procure qu'une image imparfaite, un pâle reflet de la nation, et qu'elle consacre, j'aime beaucoup cette phrase, l'irresponsabilité complète et absolue de l'élu à l'égard des électeurs, du mandataire envers ses mandants, quelle que soit la modalité qu'on adopte. C'est vraiment d'actualité, cette citation. Et pourtant, et c'est ce dont je vous parlais, on va rétablir partiellement l'élection indirecte à cette époque-là. Le Premier ministre nous dit qu'on doit la rétablir. Pourquoi ? Parce que c'est un correctif du suffrage universel contre, nous dit-il, le vice reconnu de la démocratie de ne pas faire arriver au pouvoir les hommes qui sont les plus dignes et les plus capables de l'exercer. Donc vous voyez, on sait à ce moment-là appeler un chat démocratique un chat démocratique. Ceux qui sont pour l'émancipation politique sont contre l'élection indirecte, et ceux qui veulent des garanties, parce que fondamentalement ils voient d'un mauvais œil l'extension de la participation politique, eh bien ils revendiquent l'élection indirecte. Et par la suite, vous le savez, l'élection indirecte, maintenant, moi j'ai dû faire ces recherches pour me rendre compte de ça, je veux dire, c'est pas tombé tout seul. On sait très bien, surtout que du côté francophone, qu'on a des assemblées représentatives à ce que j'appelle à couloir ou à tiroir, où finalement, et à mon avis, comme le disait Hubin, la difficulté est qu'on ne sait plus très bien qui siège où, et que donc nous, les citoyens et les électeurs, on éprouve des difficultés à contrôler ce qui se passe. Alors ce que nous rappelle Fantine aussi, c'est ce malentendu du suffrage universel, parfois j'appelle ça même le tragique du suffrage universel, c'est que seul, il faut le comprendre ça, il est incapable d'avoir la même efficacité représentative que le suffrage censitaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le suffrage censitaire avait, il faut s'en rendre compte, un effet démocratique paradoxal. C'est que puisqu'il s'agissait d'une relation politique d'élite à élite, il y avait toute une série de choses qui étaient facilitées ou comment dire, des problèmes qui ne se posaient pas et qui vont se poser une fois qu'on démocratise le droit de vote. D'abord, il y avait un intérêt commun qui était mieux défini, à savoir un intérêt d'élite. Un intérêt d'élite, c'est plus facile à définir que l'intérêt universel une fois qu'on ouvre les bureaux de vote. Il y avait une certaine proximité entre électeurs et élus censitaires. Pourquoi ? Mais de nouveau parce qu'ils appartenaient à l'élite. Quand vous appartenez à l'élite au XIXe siècle, vous avez toute une série de canaux propres à l'élite, des canaux de type sociologique, des clubs, des salons, où les gens se parlent. J'en ai retrouvé trace d'ailleurs dans les travaux parlementaires. Par exemple, on dépose un projet de loi sur les mines et quelqu'un dit « Mais attendez, on doit le faire circuler parmi nous, chez nos amis des mines. » Alors évidemment, c'est pas pour le faire circuler chez les ouvriers, c'est parce qu'on va consulter dans les clubs, dans les salons. Et donc ça veut dire qu'il y a une interaction qui se noue, il y a une information qui se fait, mais qui garantit les intérêts de l'élite, bien entendu. Et en plus, troisième effet paradoxal démocratique, c'est que quand vous êtes un électeur censitaire au XIXe siècle, il n'est pas complètement impossible et invraisemblable que vous deveniez élu, parce qu'il s'agit d'une élite, il s'agit d'un petit nombre. Il y a peu d'élus, mais il y a aussi peu d'appelés. Et donc il y a cette idée démocratique de la rotation des charges qui est très importante. C'est qu'un électeur peut devenir un élu, et puis un élu redevient un électeur. Et qu'est-ce qui se passe quand on démocratise le droit de vote et le seul droit de vote ? Et c'est bien ça le problème. Eh bien, c'est que tous ces facteurs-là disparaissent et à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte. D'abord, c'est très difficile de définir l'intérêt commun. Une fois que vous avez démocratisé le droit de vote, qu'est-ce que c'est l'intérêt commun ? Est-ce qu'il y en a encore un d'ailleurs ? Il y en a plusieurs. Comment on le définit ? Presque mathématiquement, quand vous avez la pyramide représentative et que vous élargissez la base, eh bien, il y a un effet d'éloignement entre électeurs et élus. Il faut trouver un moyen que les électeurs et élus se parlent. Il faut instituer des canaux aussi efficaces que dans le suffrage censitaire. Alors, un temps, les partis politiques ont pu jouer ce rôle, mais comme on le sait, les partis politiques, et ça les chiffres le démontrent, sont beaucoup moins peuplés qu'avant, comptent beaucoup moins de militants, et donc se pose évidemment la question de savoir s'ils peuvent jouer encore cette interface entre les électeurs et les élus. Et alors, il y a un éloignement de la rotation des charges. J'appelle ça plus d'appelés, moins d'élus. Il n'y a pas plus d'élus quand on démocratise le droit de vote, mais il y a beaucoup plus d'appelés. Donc cette idée qu'un jour, en tant que l'électeur, vous allez être amené à exercer des charges politiques et puis après redevenir un simple citoyen, s'éloigne. Et par ailleurs, déjà ça vaut quoi qu'on fasse, ce que je viens de décrire, mais en plus, comme je vous l'ai expliqué, il se fait qu'en raison des très grandes résistances censitaires qui existaient encore à l'école, de toute façon, on démocratise partiellement le régime. La conséquence, mesdames et messieurs, c'est que, j'ai parlé de Fantine, mais là je vais faire Quasimodo, c'est qu'on est face à un modèle déséquilibré, vraiment boiteux et boitant, claudiquant,
qui ne peut, à mon avis, être que source d'insatisfaction, de malentendus et de critiques, et de part et d'autre, que ça soit pour les électeurs ou pour les élus. Je dis souvent que les élus restent introuvables pour les électeurs, mais l'inverse est vrai aussi. Il faut bien se rendre compte, quand vous êtes élu, comment vous faites, à défaut notamment d'organisations, et j'y reviendrai, de structures publiques où les électeurs et les élus peuvent se rencontrer, eh bien, les électeurs sont aussi introuvables pour les élus que l'inverse. Alors, ce modèle déséquilibré, on le ressent à l'heure actuelle, à mon avis, à la fois sur le plan démocratique et sur le plan social. Les chiffres, alors vous en avez déjà parlé, sont affolants. Je ne sais pas si je vais les passer tous en revue parce que c'est vrai que, alors là, je ne suis pas très douée pour les mondanités, mais quand même, pour des vœux, il y a plus, réjouissant. Voilà, l'enquête européenne des valeurs en 2009 déjà, donc ça fait un petit temps, montrait que de manière largement majoritaire, les Belges sont en faveur de la démocratie, mais dans le même temps, ils adhèrent presque à 1 sur 2 en faveur de propositions non démocratiques. La proposition en l'espèce était: est-ce que vous êtes en faveur d'un leader fort qui se passe, alors de tout ce qui fait notre démocratie en tout cas, les élections, les partis politiques ou les parlements, et quand même à l'époque, mais ça date, c'était déjà 1 Belge sur 2. Sur les jeunes, moi j'étais enseignante, donc je vois bien et je constate chaque année quand même que la situation est difficile pour expliquer le modèle politique et le modèle constitutionnel belge. Eh bien, ça se retrouve dans les chiffres. L'enquête, par exemple, Solidaris en 2014 montre qu'1 jeune sur 2 veut changer radicalement la société, mais seulement 1 sur 20 pense que voter peut changer quelque chose. Donc ça veut dire qu'on peine à avoir construit un modèle constitutionnel durable, puisque, et c'est très bien, les jeunes veulent changer les choses et rêvent de transformation, et ça c'est très bien, parce que les jeunes qui ne rêvent pas comme ça, c'est pas une vraie jeunesse, mais qu'après, ils peinent à considérer les canaux représentatifs ou les canaux politiques qu'on leur offre comme une courroie de transmission crédible pour ces rêves de transformation. Alors on en a parlé, il y a les 2 enquêtes là, récentes, la génération quoi, 18-34 ans, mais de nouveau 61 participeraient à un mouvement de révolte de grande ampleur, ça m'a étonné comme chiffre, mais 90% n'ont pas du tout, ou plutôt pas confiance en la politique, et l'étude Noir, Jaune, Blues, vous y faisiez référence, 70% des enquêtés sont d'accord avec la proposition selon laquelle il faut un pouvoir fort pour remettre de l'ordre. Et en parallèle, parce que, j'écoutais, c'est mon propos, les chiffres de l'émancipation sociale sont quand même affolants aussi. Les chiffres de la pauvreté, on le sait, explosent. En 2013, on nous disait qu'un enfant sur 4 était pauvre en Wallonie et 4 sur 10 à Bruxelles. Plus récemment, l'enquête Solidaris nous dit que 3 enfants sont pauvres en Belgique, et selon UNICEF, ça je l'ai découvert, je ne savais pas qu'on était pointé du doigt en tant que pays qui a un des taux de pauvreté infantile les plus élevés d'Europe. Quant au SPF Intégration Sociale, en 2013, il tirait déjà le signal d'alarme, et sa dernière enquête en 2016 nous dit que 15,5% de la population en Belgique vit sous le seuil de pauvreté. Alors, je n'ai pas résisté à l'idée de vous mettre ce dessin qui résume, de nouveau, un beau dessin vaut mieux parfois qu'un long discours. Il y a toute une série de problèmes éthiques qui se posent avec l'affaire Publifine, mais je pense qu'ils se posent avec d'autant plus d'acuité et de gravité que la situation sociale est évidemment extrêmement compliquée et douloureuse pour de plus en plus de gens. Alors en conclusion, 2017, oui, c'est une année charnière. Je pense, et je crois qu'on est beaucoup à le penser, qu'en tout cas le statu quo n'est plus possible. Ça, c'est peut-être quelque chose qui change par rapport à mes recherches. Mes recherches datent de 2013-2014. Et bon, en général, il y avait quand même j'entendais encore beaucoup de propos et de gens en faveur du statu quo, alors que pour les raisons que je vous ai expliquées, moi je pense que le statu quo est intenable. Ici, j'ai l'impression que tout le monde commence à prendre conscience que le statu quo est impossible. Et pourquoi il est impossible? Parce que, en fait, l'alternative, c'est la suivante. Soit on va vers plus de démocratie, ou en tout cas, il faut essayer. Ou alors, le risque maintenant, c'est qu'on va vers moins de démocratie. Et ça, je pense que la menace est réelle et qu'il est difficile de la mettre en doute. On est face à une remise en cause du modèle démocratique de manière claire, notamment par ceux et celles qui en sont exclus socialement. Alors, c'est des analyses qui ont été faites par rapport à l'élection aux États-Unis, c'est des analyses qui sont faites par rapport à la montée du Front National en France, et c'est sans doute des analyses qui pourraient être faites aussi en Belgique.
Et donc, cela veut dire que la seule option, c'est de briser le cercle vicieux et de renouer le lien entre émancipation politique et émancipation sociale, puisqu'on voit bien que c'est des phénomènes qui s'alimentent. Puisqu'on a démocratisé partiellement, eh bien, le suffrage universel, je le répète, est incapable, à mon avis, d'être aussi efficace et d'avoir son efficacité représentative. Et du coup, il peine à imposer une certaine égalitarisation et émancipation sociale. Et donc, cela provoque des frustrations. Et donc, cela provoque des remises en cause du modèle, etc., etc. Il faut, je crois, et je n'ai pas résisté à vous citer Victor Hugo, qui est vraiment un de mes auteurs préférés, aider Fantine, que Victor Hugo nous décrit au début de livre comme étant une source de joie. Fantine, c'était la joie, nous dit-il, dans le livre 3, ces dents splendides avaient évidemment reçu de Dieu une fonction, le rire. Et puis, il faut l'aider, cette Fantine, à ne pas devenir celle du livre 5. Pour ceux qui l'ont lu, c'est absolument apocalyptique, cette Fantine, puisqu'elle vend ses dents, ses cheveux, son corps, et finalement, d'ailleurs, elle n'en ressort pas. Victor Hugo nous dit « En même temps, elle sourit, la chandelle éclairait son visage, c'était un sourire sanglant, une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche, les 2 dents étaient arrachées pour 2 Napoléons. » Alors, je ne vais pas finir là-dessus, je vous ai dit, je ne suis pas très mondaine, mais quand même, il y a des limites, parce que la bonne nouvelle, c'est que, à mon avis, et je suis porteuse à la fois de mauvaises nouvelles, mais je suis aussi porteuse de bonnes nouvelles, c'est que, à mon avis, il ne s'agit pas d'une crise, comme on l'entend, de la démocratie représentative, ou même une crise économique et sociale, parce qu'une crise, c'est un événement qu'on ne comprend pas, un événement soudain, un événement brusque, dont on ne maîtrise pas les causes. Moi, je pense, pour toutes les raisons que je vous ai dites, et en tout cas l'histoire montre cela, qu'il y a des solutions à ça. Il faut poursuivre ce qui a été commencé en 1919-1921. Il y a plein de voies possibles. Il faut démocratiser la décision politique bien plus que ce qui a été fait, puisqu'on a démocratisé le droit de vote, mais pas la décision politique. Il faut démocratiser l'accès aux charges. Il faut démocratiser le lien entre électeurs et élus. On ne peut plus se contenter de cette intervention toutes les 5 ou 6 ans, surtout avec les demandes citoyennes maintenant qui se formulent. Et il faut certainement renforcer les règles éthiques et le contrôle sur les élus. Je ne vais pas vous citer l'ensemble des mesures qu'on pourrait imaginer qui passent du droit de la revalorisation du droit de pétition, le tirage au sort, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il faut aussi prendre des mesures en ce qui concerne le cumul ou le fonctionnement interne des partis politiques ou les candidatures. Enfin, il y a du pain, on revient, tout est une question de pain, du pain sur la planche. Et la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas, à mon avis, une situation obscure, opaque, violente, sur laquelle on n'a aucun contrôle, mais c'est juste le résultat et la conséquence des principes juridiques qu'on a mis en place. Pour en savoir plus, et je termine juste là-dessus, c'était pour envoyer la balle, et tu en as parlé. Merci beaucoup à la revue des débats politiques, la revue des débats qui m'a donné l'espace pour parler de ma thèse. Et alors, si ça vous intéresse, eh bien, justement, une synthèse de celle-ci est publiée en ligne, et comme ça, eh bien, c'est un cercle vertueux, vous le trouvez en ligne. Et je termine juste là-dessus, parce que c'est quand même l'épigraphe des Misérables qu'on ne lit pas assez. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les 3 problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutile. Je pense que votre vue aussi, et que la soirée de débat l'est tout autant. Merci beaucoup.